Alors, vous avez vu qu'il fait beau dehors, et tout ça est dû à notre séance de vendredi dernier, où nous avons vécu une soirée poésie qui a été comme une hirondelle qui annonce le printemps. Voilà. Le théâtre populaire de Champagne nous a fait comprendre que la poésie peut surprendre, peut sensibiliser, peut expliquer les choses. Et nous ferons d'autres séances de ce type parce que ça avait bien réussi là-bas au bar associatif Avenue de Champagne. Et puis en plus, vous savez que contrairement à l'alcool, l'abus de poésie est vivement recommandé. Mais aussi l'abus de connaissance et l'abus de réflexion. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Madame Salia Boussedra, que Gisèle va vous présenter tout à l'heure. Tu es prête, hein, Gisèle, à le faire. D'ailleurs, nous avons un invité aujourd'hui qu'on va adorer. Voilà, c'est une conférence en famille. Alors, notre calendrier 2026 est complet. Plein de bonnes choses, éclectiques et comment je vais dire, électrique, c'est ce que quand j'étais jeune, je confondais les deux mots. Alors je vous en fais profiter. Alors pour recevoir notre calendrier en complet, il faut, mesdames et messieurs, et là je vous le demande, que vous nous donniez votre adresse courriel. Mais il y a encore quelque chose de mieux à faire, c'est que vous adhériez à notre belle association. 12 € pour comprendre le monde. Il n'y a pas moins cher. Alors dans le courrier, je ne vous donne qu'une adresse, parce que je vais passer quand même la parole à notre invité. Dans notre courrier, dans notre calendrier, nous avons le 24 mars. On comprendra donc ce que nous apporte la chanson francophone Atex, c'est ainsi que ça s'appelle. Et nous invitons pour cela un monsieur qui s'appelle Fred Castel, qui est connu dans le département. Il est président de l'association Trois Chantes. Alors la chanson, vous savez que c'est de la poésie mise en musique, c'est-à-dire de la poésie sur portée. Mais on n'est pas forcé de les supporter toutes. Alors on entendra bien sûr pendant cette conférence beaucoup d'extraits de chansons françaises, la chanson française, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est en lutte contre l'étouffement programmé des firmes américaines, les firmes anglo-américaines. Vous savez que les tubes, ça rapporte beaucoup, ça génère chaque année 20 milliards de dollars. Et les firmes trumpistes, en général, sont friandes des publics français. Voilà. Alors, le public français, avouez qu'il se laisse un petit peu facilement encanailler lui aussi. La chanson francophone, vous allez voir, je vais vous donner un chiffre qui va vous épater. La chanson francophone dans le service public n'a droit qu'à 40% de passage. 40%. C'est-à-dire que tout le reste est donné aux firmes américaines. Alors je crois que le meilleur moyen, c'est de chanter Le Petit Quinquin ou bien La Montagne de Jean Ferrat, et ça sera un acte de résistance. Voilà. Alors on va inviter aussi pour cette séance M. Michel Joubert, qui était le patron des Octaves et du Festival en Notes, et qui est au bureau directeur de l'ADAMI, A-D-A-M-I. L'ADAMI, c'est un organisme mi-public, mi-privé qui gère les droits des auteurs. Donc il connaît la chanson. Voilà, je remercie de votre attention. Je passe la parole à Gisèle. As-tu un micro, Gisèle ? Le 19e siècle est souvent présenté comme le pire siècle pour les femmes. Donc le Code Napoléon qui fait de la femme une mineure. Donc il l'écarte de toute possibilité de politique. Ensuite, le rigorisme moral sous Napoléon III. Les femmes n'ont que des devoirs, limités le plus souvent à la sphère domestique. Bonne épouse et mère de famille, si possible nombreuse, jusqu'à la révolution industrielle qui saura les exploiter encore plus que les hommes.
Les auteurs comme Stendhal, Flaubert, Hugo, Zola le montrent à tour de romans inspirés de la vie réelle et parfois de faits divers. Marx, dans le livre 1 du Capital, qui est publié en 1867, étudie en particulier le système économique d'exploitation des ouvrières, où les femmes deviennent double propriété, celle de l'usine et celle du mari. Quelle possibilité alors d'émancipation? Et penser la question des femmes avec Marx, est-ce encore un outil pour l'émancipation féminine au XXIe siècle? Alors, c'est ce dont va nous parler Salia Boussedra, qui est docteur en philosophie et professeure de philosophie à Nîmes, donc elle vient de Nîmes, et membre du Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine de Strasbourg. Donc, je lui passe la parole. Ah mais tout le monde s'en va. Vous me laissez toute seule. Bon ben en tout cas bonjour à c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Merci infiniment à Jean Lefebvre, à Gisèle. C'est pas trop près? Un peu? À Gisèle. Non, c'est trop près là, je crois. Là, ça va mieux? Et à l'université populaire évidemment pour votre accueil et puis cette invitation qui me ravit. Alors pour vous présenter brièvement ce dont je vais vous parler, pour pas que vous soyez trop désorientés. Dans le cadre de ma thèse, en effet, j'ai travaillé sur la question de la place des femmes dans l'œuvre de Marx. Donc voilà, donc dans le travail de ma thèse, en effet, il porte en particulier, notamment, sur la question de la place des femmes dans l'œuvre de Marx. Mais là, à la demande de l'Université populaire, je vais vous présenter plus particulièrement un livre que j'ai publié en 2024 et qui s'intitule « Féministe avec Marx, dialogue avec les féministes matérialistes et Judith Butler ». Donc, je vais davantage essayer de vous parler de la manière dont Marx a été reçu par un des courants des féministes des années 70. Et à partir de cette réception que je vais discuter, c'est-à-dire comment elles ont lu Marx, qu'est-ce qu'elles en ont fait, en quoi ça leur a servi, je vais montrer comment cette réception, c'est-à-dire comment elles ont lu Marx est problématique, et comment ça va les conduire à l'encontre de leur propre thèse, de ce qu'elles défendaient à cause de cette réception. Bon, je m'en expliquerai au fur et à mesure. Alors, donc je vais bien sûr vous présenter les féministes matérialistes, vous dire qui c'est, parce que je ne sais pas si beaucoup de gens les connaissent. Moi, je me suis rendu compte après coup que les féministes matérialistes, elles sont, si vous voulez, quand vous êtes dans les réseaux féministes, c'est des espèces de stars, en tout cas à mon époque. Tout le monde connaissait les féministes matérialistes. C'est en sortant des réseaux féministes que je me suis rendu compte qu'elles étaient de totales inconnues. Bon, alors, on peut considérer, pour ce qui est de la réception, parce que la question c'est comment elles ont eu rapport à Marx. Au moment des années 70, au moment de l'émergence du MLF, finalement, qu'est-ce qui les a, quel est leur lien à Marx, quel est leur rapport à son œuvre et au marxisme en général. Donc on peut dire qu'elles puisent leur rapport à Marx à partir de deux sources principales. Bon, d'abord Simone de Beauvoir, qui pour le coup est une grande lectrice de Marx, elle a un chapitre dans le deuxième sexe qui s'intitule Le matérialisme historique, et elle conclut le deuxième tome du deuxième sexe avec un passage des manuscrits économico-philosophiques de 1844 de Marx. C'est avec les manuscrits de 1944 qu'elle conclut littéralement le deuxième sexe. Donc c'est Simone de Beauvoir, et évidemment les mouvances
politique d'extrême gauche née aux alentours des mouvements de 1968 en France. Parce qu'en fait, beaucoup de féministes des années 70 n'étaient pas à proprement parler dans les partis politiques, les organisations politiques, si vous voulez, mais elles ont fréquenté, c'est là qu'elles ont maturé la naissance du mouvement féministe, elles étaient dans les mouvances, elles étaient dans les mouvances d'extrême gauche, qui vont éclater aux alentours des années 1968. Le féminisme des années 70 se construit, comme l'explique très bien la philosophe... Oh mais laissez-le, Comme l'expliquait très bien la philosophe Françoise Collin. Françoise Collin, si ça vous intéresse et si vous avez l'occasion de la lire, c'est une femme philosophe assez extraordinaire, enfin, avec une pensée... si vous avez l'occasion. Donc, elle dit que le mouvement féministe se construit sur l'idée d'une tabula rasa, comme on a souvent l'habitude, une table rase, c'est un peu propre à notre histoire de révolutionnaire, on a souvent tendance à faire table rase du passé. Et donc, années 70, années zéro, c'était le slogan du mouvement féministe d'alors, et le titre aussi, de la revue Partisan, publiée en octobre 1970, sous le titre « Libération des femmes, années zéro ». Ces féministes ont été conduites à un rejet assez radical de toute forme de médiation masculine, que ce soit celle d'hommes politiques ou de théoriciens masculins, médiation qu'elles rejetaient dans le regard qu'elles escomptaient porter sur elles-mêmes. Autrement dit, elles ne voulaient rien entre elles et elles-mêmes, si vous voulez. La source principale et essentielle qui autorisera les théoriciennes féministes des années 70 à penser avec et contre Marx sera Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, 22 000 exemplaires vendus dès la première semaine. Publié en 1949, ce livre connaîtra une diffusion au niveau mondial. Pour les femmes des années 70, Le Deuxième Sexe devient la Bible du féminisme. Or, Beauvoir est une grande lectrice de Marx. Elle adopte explicitement la démarche du matérialisme historique pour envisager l'histoire des femmes. Voilà. Bon. Donc, je passe, puisque ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, elle cite les manuscrits de 44, où Marx conclut en disant combien le cœur de l'aliénation se trouve dans le rapport entre les sexes, mais aussi comment la faculté à surmonter cette aliénation sera le signe d'une société nouvelle où l'autre sera visé en tant que fin et non en tant que moyen. Autrement dit, dans les manuscrits 44, il dit qu'en fait, l'origine, si vous voulez, la matrice des rapports de domination, il faut aller la chercher dans le rapport entre les sexes. Si vraiment on veut remonter à l'origine, là où naissent ou prennent racine les rapports de domination qui par la suite vont se développer et prendre d'autres formes. Alors, l'autre raison de la relation qu'entretiendront les féministes matérialistes avec Marx prend sa source dans leur activité militante. Nombre de féministes des années 70 ont participé, je vous l'ai dit, aux mouvements sociaux de 68 en France notamment. Elles étaient proches, pour certaines d'entre elles, des mouvances d'extrême gauche. Dans ces conditions, il est évident que ce n'est pas seulement Beauvoir que les féministes, c'est pas seulement par Beauvoir qu'elles ont connu Marx et Engels. Alors, donc, pour comprendre pourquoi, enfin, une des raisons pour lesquelles elles s'appellent matérialistes, féministes matérialistes, l'une des raisons importantes, c'est le combat féroce, il faut le dire, qu'elle cherche à mener contre un autre courant de la mouvance féministe des années 70, qui naît à ce moment-là, et qu'on appelle le féminisme essentialiste. C'est d'abord contre ces féministes essentialistes, évidemment, je vais vous dire ce que c'est, qu'elles vont se construire. D'accord ? Il y a différents courants au sein du féminisme. Donc, les théoriciennes du féminisme matérialiste, je vais vous en donner quelques noms que peut-être certains vous connaissez, Christine Delphi, Colette Guillaumin,
Nicole Claude Mathieu. C'est toutes soit des sociologues, soit des ethnologues. Elles prennent donc ce nom de féministes matérialistes, d'abord dans le cadre de leur opposition aux féministes essentialistes. Bon, tu m'agaces avec ça. Allez, ça suffit. Tu prends ton doudou. Non, tu fais trop de bruit. Oui, bah tu fais trop de bruit là. Voilà. Donc, pardon. Voilà, donc pour saisir un petit peu les enjeux de cette opposition, les féministes essentialistes, elles relèvent d'un courant de pensée qui postule que l'être des femmes existe, qu'il existe une essence. Hein, vous savez, le mot essence vient du verbe latin esse, qui veut dire être. Donc pour elles, en fait, il existe quelque part une nature des femmes, un peu comme si c'était inscrit dans les gènes. Vous voyez voilà, je vais vous dire un petit peu pourquoi elles pensent comme ça, elles ont leur raison elles aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui définit à proprement parler les femmes. Elles se distinguent, les essentialistes, hein, celles qui pensent qu'il y a une nature des femmes, elles pensent de cette façon parce que pour la plupart d'entre elles, ce sont des penseuses qui sont confrontées à la psychanalyse, hein, pour laquelle évidemment il y a deux sexes, pour reprendre le célèbre titre d'Antoinette Fouque, qui était une penseuse féministe essentialiste. Elle se caractérise par les essentialistes, hein, je vous les présente, elle se caractérise par le refus de ce qu'elles estiment être une assimilation totale des femmes dans ce qu'elles jugent être un monde d'hommes. C'est une question compliquée celle-là, hein, mais bon, bref, on y reviendra si vous voulez. Elle porte ce nom d'essentialiste car elle pense qu'il y a deux modalités d'incarnation de l'être humain, deux manières d'être au monde, ou deux universels si vous préférez. Elles estiment que l'être des femmes... Tiens, donne-moi la main. Donne-moi la main. Tiens, voilà. Elles estiment que l'être des femmes en tant qu'essence existe réellement, mais que la domination masculine a empêché l'expression de ce rapport au monde. Ce rapport au monde n'est pas particulier, elle pourrait presque parler d'un autre universel, d'une alternative à l'universel masculin. Donc, si vous voulez, c'est comme si elle pensait que cette nature des femmes a été enterrée par la domination masculine et qu'il s'agirait précisément d'aller la retrouver pour pouvoir l'exprimer, hein, la faire exister. Il y a une écriture des femmes, il y a une façon spécifique aux femmes de faire de la politique, il y a une façon propre aux femmes d'écrire. Vous voyez, c'est ça les courants essentialistes. C'est un rapport spécifique que les femmes auraient au monde, à la culture, à la politique, à l'art, etc. C'est contre cette idée d'une essence féminine, d'une essence des femmes, d'une nature des femmes, que les matérialistes vont se distinguer. Dans ce cadre, elles vont mener un combat acharné contre toute idée de nature. Là, l'idée de nature, elles vont vraiment vouloir l'éradiquer. C'est vraiment, ça c'est leur gros combat en fait. Ce combat se fait non seulement contre les féministes essentialistes, mais également contre toute idée de nature, quel que soit le domaine dont cette idée relève, que ce soit dans le domaine des sciences naturelles, des sciences humaines, des discours politiques qui pourraient assimiler les femmes à l'idée de nature. Pour ce faire, elles vont devoir trouver un moyen de fonder leur approche de ce qu'il est convenu d'appeler des femmes. Et oui, parce que si vous voulez, si elles ne s'appuient pas sur la nature, et qu'en même temps elles parlent de femmes, il faut bien trouver un moyen de se dire pourquoi là c'est une femme et là pourquoi c'est un homme. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vu qu'elles ne s'appuient pas sur la nature, il n'y a pas de gène défini, en même temps, il faut bien désigner quelque chose qu'on appelle une femme, quelque chose qu'on appelle un homme. Donc, comment on va les définir? Comment on va approcher? Comment on va comprendre cette différence manifestement apparente quand même des sexes? Eh bien, elles vont d'abord, premièrement, elles sont d'accord pour dire qu'il y a une différence des sexes. Elles ne le remettent pas en cause. Hein, c'est pas du Judith Butler, les féministes matérielles. Elles disent oui, il y a une différence des sexes, mais c'est une différence parmi d'autres, comme le sont la couleur des yeux, par exemple. C'est pas une différence, si vous voulez, significative.
Leur enjeu, c'est d'expliquer comment se sont construits les rapports sociaux de domination entre les sexes. Donc, pour échapper aux essentialistes, posant une nature des femmes, elles, ce qu'elles vont faire, elles vont passer par les notions marxistes. Elles vont recourir aux notions marxistes, et en particulier celle de la division du travail. C'est parce que le travail s'est divisé, que c'est créé, c'est formé un rapport de domination, qui explique que se sont différenciés les rôles sur le plan social, si vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'elles expliquent la formation, si vous voulez, sociale de deux sexes distincts. Pour échapper donc voilà, en s'intéressant à ce qu'elles appellent le travail des femmes, puisque c'est ça en particulier, quelqu'un comme Delphi, mais elle n'est pas la seule, qui va les intéresser, et en particulier le travail domestique, ça c'est vraiment Christine Delphi, elles vont considérer que leur approche des femmes est matérialiste. C'est grosso modo ça qu'elles appellent matérialiste, d'approcher les femmes à travers ce qu'elles appellent, elles, le travail en particulier domestique. Bon, on verra que le mot de travail, c'est un mot chez les marxistes compliqué, donc j'en reste aux généralités, j'utilise le travail comme il est, le mot travail comme il est utilisé dans le sens courant. Bon, une activité qui produit quelque chose. Donc, en ce sens, leur approche se fonde sur la question de la pratique ou les activités des femmes, et non pas sur une quelconque nature ou essence prédéfinie. En parallèle de ce travail, où elles vont chercher à faire reconnaître le travail des femmes, elles vont mener un combat sans relâche contre l'idée de nature, pour paraphraser un titre de Colette Guillaumin, l'un de ses ouvrages. Donc maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi ce combat contre l'idée de nature, d'où ce que ça leur vient, pourquoi ça a été tellement important pour elles et pourquoi ça les a mis dans un tel état de colère. Pour comprendre ce soulèvement des féministes matérialistes contre l'idée de nature, il faut revenir temporairement aux conséquences de l'implication des femmes au sein de la Révolution française. L'idée de nature, en effet, et ça on peut s'accorder avec elle, relève d'un lourd héritage du XIXe siècle qui fait suite notamment à l'engagement des femmes au sein de la Grande Révolution. Avec la période du reflux du mouvement révolutionnaire, on va chercher à exclure les femmes de la vie publique en se tournant vers la science pour l'instrumentaliser à des fins idéologiques, pour fonder en nature l'infériorité des femmes. C'est un petit peu là que se niche véritablement si vous voulez, l'instrumentalisation de l'outil scientifique pour, si vous voulez, marquer au fer les femmes par l'idée de nature. En effet, la période de la Révolution française est une période d'accélération de la temporalité historique. En posant l'universalité des droits, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ouvre une brèche dans le statut juridique accordé aux femmes jusque-là. Les femmes ne s'y trompent pas et elles sont également emportées par le mouvement révolutionnaire qui traverse l'ensemble de la société française d'alors. L'ardeur de leur engagement ne tire pas sa raison de ce qu'elles voudraient être reconnues en tant que femmes, ce n'est pas le cas des femmes révolutionnaires, elles veulent être reconnues en tant que membres du peuple, membres de la nation. Si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne pose que l'universalité des droits masculins, la brèche ouverte par le principe de l'universalité des droits conduit les femmes à contester par la pratique, par leur engagement pratique dans les clubs, les tribunes, etc. C'est comme ça qu'elles contestent leur exclusion des lieux d'exclusion, leur exclusion, si vous voulez, en droit, et des assemblées. Leur engagement pratique au sein du mouvement révolutionnaire, les assemblées, les clubs, les tribunes, mettent en lumière l'écart entre le mot et la chose, pour reprendre la déclaration du député citoyen Pierre-Marie Augustin Guillaumard, favorable, lui, à l'égalité politique des sexes. Jusqu'à l'automne 1793, l'émancipation des femmes connaît une phase ascendante. Leur engagement au sein des assemblées
leur participation à la manifestation du Champ de Mars le 17 juillet 1791, et enfin leur enrôlement au sein des forces armées révolutionnaires qui implique le port d'armes, qui était un signe de citoyenneté, conduisent à la mise en place de plusieurs lois qui ouvrent une brèche vers la libération privée des femmes, pour reprendre l'expression de l'historienne Michèle Rio-Sarcey. Dès le 3 septembre 1791, le titre premier de la Constitution pose le mariage comme un contrat civil. Le 8 avril 1791, un décret abolit l'inégalité entre héritiers, mais c'est les 20 et 25 septembre 1792 que, je cite, la structure monarchique du couple, pour reprendre l'expression du secrétaire de l'Assemblée nationale Aubert du Baillet, est abolie. La loi sur le divorce, dans laquelle est incluse la possibilité de divorcer par consentement mutuel, pose alors l'égalité civile entre hommes et femmes. À partir de l'automne 1793 et jusqu'à 1816, le processus d'émancipation politique des femmes entre dans une phase descendante. Il se clôt en 1816 avec la proposition du député conservateur Louis de Bonald d'abolir la loi sur le divorce, l'engagement des femmes auprès des montagnards, leur enrôlement au sein des forces armées révolutionnaires et l'action du club des citoyennes républicaines révolutionnaires finissent par avoir raison d'elles. Se met alors en place tout un dispositif visant à les exclure sciemment et méthodiquement de toute forme d'engagement politique. La justification de ce dispositif prend appui sur l'opinion, la raison et enfin sur la vérité scientifique, entre guillemets, qui fonde en nature le statut des femmes et les réduisent au rôle de simples instruments de reproduction sans nier leur appartenance à l'humanité. Ce dispositif connaît son apothéose avec la mise en place en 1804 du fameux Code civil Napoléon qui enserre les femmes dans les fers du mariage. C'est dans ce cadre que le discours scientifique est mobilisé dans une perspective idéologique pour justifier en nature l'infériorité des femmes. Cette justification marquera tout le XIXe siècle et ne sera pas sans laisser de traces dans la sociologie naissante au début du XXe siècle. C'est contre ce lourd héritage que vont devoir se soulever les féministes matérialistes. Dans ce cadre, elles mettront en lumière les biais qui empêchent les anthropologues d'envisager les femmes comme une catégorie sociale. En effet, pour ne prendre qu'un exemple, la sociologie qui est une discipline relativement récente, à ses origines, elle date plutôt, on va dire, voilà, du XXe siècle, elle cherche, la sociologie, à se faire reconnaître comme une discipline scientifique à part entière. Dans ce cadre, elle est conduite à se distinguer, pour exister, si vous voulez, des sciences physiques et de la biologie. Pour se distinguer, elle revendique, et c'est son parti pris, si vous voulez, c'est son credo, elle revendique d'expliquer le social par le social. Autrement dit, elle ne va pas expliquer un phénomène social en allant piocher dans la biologie ou les sciences physiques. Autrement dit, il ne s'agit pas pour la sociologie d'expliquer un phénomène social en empruntant à la biologie, par exemple. Or, les féministes matérialistes montreront que, il se fait l'écho là, lorsqu'il s'agit des femmes, la sociologie recourt à des arguments empruntés à la biologie et échoue ainsi à penser les dites femmes comme une catégorie sociale dont la situation ou le vécu s'éclaire par une explication d'ordre social. Normalement, la sociologie n'a pas à recourir à des arguments d'ordre biologique. Ainsi, les féministes matérialistes se feront les critiques des sciences sociales et de la pensée naturaliste dont héritent ces disciplines. Mais en menant cette critique radicale, les féministes matérialistes, en menant cette critique radicale de l'idée de nature, eh bien, elles vont être amenées à assimiler en partie Marx à ces courants dont elles cherchent à se distinguer. Leur lecture
hein, cette lecture qui consiste à assimiler totalement Marx avec les penseurs naturalistes, ne sera pas sans poser problème, y compris pour elle, et sans malentendu par rapport à l'œuvre du penseur communiste. Et maintenant, on va essayer de comprendre, c'est quoi, comment Marx il pense, c'est quoi le matérialisme de Marx, finalement? Quel rapport, enfin? Est-ce que c'est pareil que ce qu'elles disent, enfin? Bon. Alors, afin de comprendre ce que les féministes matérialistes ont manqué dans leur réception de Marx, nous allons commencer par revenir à Marx, pour montrer ici, justement, l'innovation qui est contenue dans la conception qu'il développe, avec son camarade Engels, de ce qu'ils entendent par matérialisme historique, qui s'oppose tant, et c'est là ce qu'elles ont loupé, le matérialisme historique s'oppose autant au matérialisme naturaliste que à la conception idéaliste de l'histoire. Ce sont ces deux positions, en vérité, qui les caractérisent. Alors, d'abord, le rejet du matérialisme naturaliste, le rejet par Marx et Engels du matérialisme naturaliste. Les féministes matérialistes, puisque c'est elles, on discute leur réception, elles ont rejeté chez Marx ce que lui-même il appelait le matérialisme naturaliste, qu'il a vivement critiqué et qui se distingue du matérialisme historique, concept qu'il a forgé en 1845 dans le cadre de la rédaction de l'idéologie allemande. C'est pas grave, hein. Si c'est par terre, ça va l'occuper. Des fois, il faut le laisser marier. Il existe en effet au moins deux raisons qui conduisent Marx et Engels à rejeter le matérialisme naturaliste sans tergiverser. Tu veux me donner la main? Ça? Allez, voilà. Donc, la première est que l'observation menée par le matérialiste naturaliste, l'observation qu'il mène le naturaliste de la nature, elle repose sur l'idée qu'il va trouver ce qu'est, et, entre guillemets, c'est-à-dire l'essence, la nature de la nature, si vous voulez. Il va trouver ce qu'est la nature. Donc, la nature, telle que nous la voyons, la nature, on va dire ici non humaine, telle que nous la voyons, est ainsi considérée comme la nature éternelle. C'est comme ça que le naturaliste a tendance à percevoir la nature. La nature qui, de tout temps, aura été et demeurera cette nature qu'il s'agit de connaître, comme une nature pure, voyez. À cette conception figée, Marx s'oppose complètement. Un historique, c'est-à-dire en dehors du temps, du passage du temps. Il s'oppose complètement à Marx car il considère que la nature n'échappe pas non plus au processus historique. C'est pour ça qu'il n'est pas matérialiste il n'est pas un matérialiste naturaliste. J'espère que je ne vous perds pas. C'est bon? Parce que oui, alors, donc voilà, il estime que la nature, elle est portée par l'histoire aussi. La deuxième raison de son opposition au matérialisme naturaliste, c'est que des résultats issus de ces observations ou recherches sur la nature, présupposée comme immuable, eh bien, le matérialiste naturaliste croit pouvoir tirer des analyses sociales. Il croit pouvoir déduire le social de résultats tirés de l'observation d'une nature appréhendée comme un historique. Il pense que l'on peut complètement expliquer la vie sociale humaine en ayant recours à l'observation de la nature. Nature ici prise au sens de ce qui n'est pas humain. Pour illustrer cette démarche, nous pouvons bien sûr nous référer au darwinisme social, qui historiquement s'y apparente.
à partir d'une observation de la nature procédant par sélection dans le cadre de l'évolution, le matérialiste naturaliste reconduit ce schéma pour l'appliquer à l'analyse des rapports sociaux et peut alors être conduit à justifier en nature les inégalités sociales. Ça, évidemment, Marx y est fermement opposé à cette démarche. Or, pour Marx, le matérialiste naturaliste se trompe en pensant observer la nature qu'il croit éternelle et immuable, alors qu'elle est elle-même déjà le produit d'une histoire. Voilà, il dit que la nature pure, celle qui n'a jamais été touchée par la main de l'homme, si vous voulez, elle n'existe plus que dans quelques vieux atolls australiens. Et encore aujourd'hui, même ces atolls, c'est fini. Nécessairement, il y a toujours eu un rapport entre l'homme et la nature. Il n'y a pas de nature pure, si vous voulez, épurée, qui n'aurait jamais bougé, identique à elle-même. Bon, bref. Donc, il nous parle du cerisier. Bon, c'est un passage célèbre dans l'idéologie allemande, parce que il parle de Feuerbach qui est en contemplation devant un cerisier qui représente un bout de nature, voilà, qu'on peut admirer, contempler, etc. Le cerisier vers lequel se tourne le matérialiste naturaliste en pensant aller vers l'observation scientifique de la nature est déjà lui-même le produit d'une histoire à la fois naturelle et sociale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerisier a été importé des Amériques. Donc, il est le produit d'une histoire, il n'est pas là depuis la nuit des temps. Cela si bien que le matérialiste naturaliste, qui a le nez collé à son objet, ne perçoit pas son caractère historique, bien que naturel. Il le prend d'emblée pour un morceau de pure nature, de nature épurée. Ainsi, le discours du matérialisme naturaliste peut en effet conduire vers des conceptions purement idéologiques, conceptions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science, mais qui participent ainsi à instrumentaliser l'idée de nature à des fins politiques et idéologiques. Marx se distingue clairement de ce type de matérialisme, qu'il qualifie lui-même de matérialisme vulgaire ou de matérialisme abstrait. Par ailleurs, le deuxième rejet de Marx, c'est évidemment celui d'une conception idéaliste de l'histoire. D'accord ? Donc là, c'est le deuxième courant auquel Marx s'oppose, et c'est cette conception idéaliste de l'histoire. Celle-ci repose sur l'idée de l'étude d'un acte. L'histoire, c'est les actions humaines. C'est pour ça qu'on revient à la question de l'acte, mais vous allez voir que c'est un acte complètement détaché de toute réalité matérielle, qui, pour le faire court, trouve l'idée qui va n'être plus que l'acte d'une conscience, l'acte de pensée, l'acte de l'esprit. Voyez ? Et c'est évidemment ça qu'il va viser dans sa critique. Donc, cette conception idéaliste de l'histoire qui repose sur l'étude d'un acte historique qu'il qualifie de pur et d'une activité humaine historique qu'il appelle l'activité libre, libérée de toutes entraves, en particulier matérielles. L'analyse idéaliste procède à partir d'un acte épuré, arraché à son ancrage naturel, un acte qui devient l'acte pur d'un sujet, qui fonctionne en roue libre en quelque sorte. En ce sens, l'acte est détaché de tout ancrage matériel. Cette conception, qui repose sur un acte pur, ne peut être que le produit de quoi ? D'une conception abstraite de l'histoire humaine, autrement dit, un acte en réalité qui est celui d'un esprit, et non pas un acte ancré dans la matière, dans un corps qui souffre et qui est vivant, si vous voulez. C'est un acte qui est seulement une vue de l'esprit, réduit à n'être qu'une abstraction. Et c'est cette critique que Marx adresse évidemment à la philosophie du socialisme vrai dans l'idéologie allemande. Un acte ou une activité historique totalement détachée de la matière ou de la nature revient à réduire les activités humaines ou l'histoire elle-même à la seule liberté de l'esprit qui se figure ses actions, qui s'imagine, si vous voulez. Autrement dit, l'idéaliste
ne perçoit plus l'histoire réelle, hein, bien dans la gadoue, si vous voulez, mais une histoire seulement idéale, des idées, qui se présentent précisément comme libres seulement en tant qu'elles n'existent que dans son esprit. Ah bah forcément, dans l'esprit, on est très libre, on fait ce qu'on veut. C'est donc contre cette double tradition, hein, à la fois du matérialisme naturaliste et d'une perspective de l'histoire idéaliste, que se construit la critique de Marx et d'Engels. Marx critique à la fois le caractère figé et anhistorique, en dehors du temps et de l'histoire, du matérialisme naturaliste d'un côté, et de l'autre, il critique l'activité libre, hein, détachée de tout ancrage matériel du côté de l'idéalisme. Le travail théorique de Marx consiste alors à surmonter à la fois les limites du matérialisme naturaliste d'un côté et les limites d'une perspective exclusivement ou purement historique, héritée de l'idéalisme, de l'autre. Tout l'apport de Marx va consister à sortir de cette séparation, au fond, entre nature et histoire, hein, entre une nature figée qui s'oppose, une nature figée d'un côté, qui s'oppose à une activité historique détachée de la nature. Pour sortir de cette impasse, il pose le principe de l'identité de la nature et de l'histoire. Il n'y a pas lieu de les séparer. Pour ce faire, il est conduit à envisager la matière comme une activité et l'activité comme une matière en mouvement. C'est comme ça, en fait, vous voyez, qu'ils les font. Autrement dit, l'histoire est EST, l'activité de la matière, et la nature est EST, l'activité de l'histoire. Il n'y a donc plus une matière figée d'un côté et une activité libre, historique, de l'autre. Alors maintenant, on va revenir aux féministes matérialistes et qu'est-ce qui a cloché dans leur réception. Vous allez voir, Christine Delphi le dit avec une très grande clarté et on comprend très bien avec elle qu'est-ce qui a fait problème. Toute la difficulté donc à saisir le propos des féministes matérialistes repose sur l'usage spécifique donc qu'elles font du concept de matérialisme historique. Donc leur lecture les conduira à considérer, c'est là que ça devient intéressant, elles nous disent, les féministes matérialistes nous disent, en vérité, il y a deux Marx. Hein, elles le disent texto, en tout cas Delphi. Elle nous dit, il y a un Marx, je ne la cite pas encore, mais j'y viens. Elle nous dit, il y a un Marx penseur de la nature et essentialiste. Alors celui-là, il faut le mettre à la poubelle, hein, à la poubelle de l'histoire, d'un côté. Et puis il y a un Marx, penseur de l'histoire et de la construction sociale de l'autre. Celui-là, il faut le garder. Parmi les différentes féministes matérialistes, c'est sans doute Christine Delphi, comme je vous disais, qui explique le mieux ce point de vue. En effet, et là je vous la cite, texto, elle nous dit, dès l'apparition de la deuxième vague, donc elle parle du féminisme des années 70, le marxisme est, pour les féministes, à la fois un obstacle et un mythe. Le marxisme, en dépit de son incapacité à expliquer l'oppression des femmes, est-il cependant utile, hein? En d'autres termes, y a-t-il une rédemption possible du marxisme? Oui, si on cesse d'en avoir une approche talmudique, ça, la lecture exégétique, elle déteste, hein, centrée sur la lettre, et que l'on renoue avec son grand dessein et la philosophie qui le font. Si Marx et ses épigones sont naturalistes en ce qui concerne le genre, autrement dit pour ce qui concerne les femmes, hein, ce qu'elle veut dire, ils sont par ailleurs constructionnistes, là ils sont révolutionnaires, ce qu'elle veut dire. Voilà, c'est cette philosophie dans laquelle l'analyse est consubstantiellement liée à un projet d'émancipation qu'il faut retrouver, ainsi que son point de vue éminemment constructionniste, selon lequel les relations sociales sont la seule réalité
matérielle de l'humanité, et non la nature ou la technique. Ce point de vue est aussi nouveau, subversif et aussi productif aujourd'hui qu'il y a 150 ans. De même, je la cite à nouveau, et après j'en aurai normalement terminé avec sa citation, mais je vous la cite texto. Marx a en effet très peu parlé des femmes, au contraire d'Engels. Marx, en ce qui concerne les divisions de sexe, était, et c'est la critique principale qu'on peut lui adresser, résolument naturaliste. En d'autres termes, résolument non marxiste. C'est donc l'un des paradoxes du féminisme matérialiste que l'on doit penser avec la méthode de Marx contre les conclusions de Marx. Paradoxe qui est finalement assez fréquent dans l'histoire des idées. Fin de citation. Vous voyez en fait ce qui s'est passé. C'est que elle pense qu'il y a un Marx penseur de la nature d'un côté et un Marx penseur de l'histoire de l'autre. Et donc, il faut le Marx penseur de la nature, ma foi, est prisonnier du 19e siècle et il faut le laisser dans les restes de l'histoire. Mais il y a un Marx penseur de l'histoire, celui-là, il faut absolument le maintenir. Mais voyez bien que du coup, elle loupe complètement tout le travail de critique de Marx, à la fois du matérialisme naturaliste, mais aussi de la conception idéaliste de l'histoire. Cet extrait montre bien qu'il y a donc de Marx un penseur de l'histoire. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si... voilà, un penseur de l'histoire, celui-là même que Delphi qualifie de constructionniste, et un Marx penseur de la nature, celui-là même qui est qualifié d'essentialiste. L'enjeu pour les féministes matérialistes consiste donc à séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut bannir le Marx penseur de la nature et extraire de cette gangue qu'est la nature le Marx penseur de l'histoire. Pour elle, Marx était incapable de penser les femmes, comme le dit Delphi, je la cite à nouveau, Marx a en fait très peu parlé des femmes, au contraire d'Engels. Mais le grand penseur de l'histoire qu'il était pour Christine Delphi doit être réapproprié parce que cette pensée constitue un outil pour combattre les féministes essentialistes et pour penser l'émancipation. Ce malentendu selon lequel il existerait deux Marx est constitutif de la réception par les féministes matérialistes du concept de matérialisme historique de Marx. Mais c'est un malentendu que nous ne pouvons guère leur reprocher. Il repose sur la lutte considérable qu'elles ont eu à mener pour faire reculer ce que précisément Marx nomme le matérialisme naturaliste ou vulgaire. Cependant, en séparant le Marx penseur de la nature du Marx penseur de l'histoire, les féministes matérialistes reviennent, malgré elles, à la perspective idéaliste, à l'idée d'une pure activité historique, à une activité libre, en tant qu'elle n'est plus bornée par la matière. Tout le paradoxe de leur rapport à Marx tient dans le nom qu'elles se sont donné, féministes matérialistes. En réalité, le nom de féministes historiques eût mieux convenu, car elles ont en fait évacué la matière, c'est-à-dire la nature. Or, en retirant la matière à l'activité historique, les féministes matérialistes ouvraient nécessairement, et malgré elles, le champ aux approches idéalistes des rapports entre les sexes. Faute de pouvoir saisir la double lutte menée par Marx, à la fois contre le naturalisme figé du matérialisme dont il héritait, toute la tradition dont il héritait, et contre l'actus purus, l'acte pur de l'idéalisme de l'autre côté, elle devait alors nécessairement revenir à l'idéalisme de la seule activité historique de ce qu'elles appellent le constructionnisme, en tant que cette dernière est émancipée des entraves de la matière. En séparant la nature de l'histoire, les féministes matérialistes ont engagé leur théorie dans une voie proche d'une philosophe telle que Judith Butler. Nicole Claude Mathieu dénoncera elle-même, dès les années 1990, autrement dit, dès l'une des premières publications de Judith Butler, en plus en anglais, Trouble dans le genre, Gender Trouble, avant même sa publication en français, qui n'arrivera chez nous qu'en 2005. Donc, Claude Mathieu, Nicole Claude Mathieu, féministe matérialiste,
dès la publication de Troubles dans le genre, déjà critique Judith Butler. Elle va la dénoncer à la fin de sa vie. Elle va dénoncer cette perspective en considérant qu'on ne peut pas penser les femmes de manière complètement indépendante d'une matérialité du corps lui-même, de tous les problèmes, si vous voulez, politiques que ça peut poser. Le problème, ce que je dis, c'est que c'est la lecture qu'elles ont faite de Marx qui a ouvert aussi la brèche. Bon. Si la méthode du matérialisme historique ouvre des perspectives non négligeables pour penser le donné comme inscrit dans une histoire, elle n'autorise pas pour autant à envisager les possibilités de l'activité matérielle comme illimitées. En effet, en séparant la nature de l'histoire, les féministes matérialistes reviennent d'une part à une conception idéaliste de l'histoire, d'autre part, elles n'ont plus d'outils pour dire la réalité matérielle du corps qui permet notamment d'envisager un certain nombre de limites, ne serait-ce qu'évidemment dans le monde du travail. Alors pour conclure, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, l'idée donc de nature a évidemment constitué le fil conducteur. La question de la nature a longtemps été utilisée contre les femmes. Elle a fait l'objet de rejets par les luttes féministes, de combats massifs. L'idée selon laquelle les femmes seraient dominées par leurs émotions, qu'elles ne seraient pas capables de devenir médecins, athlètes de grand niveau ou encore d'aller dans l'espace, bon, ce sont des idées qu'on connaît bien encore aujourd'hui, malheureusement. Ces rejets ont conduit à une quasi-annulation. Le problème, c'est que voilà, ça a conduit à une quasi-annulation des questions qui relèvent à proprement parler de la nature. Pourtant, pour penser la formation des classes sociales, pour penser le matérialisme, pour penser enfin la matérialité du corps, on a besoin d'avoir recours à l'idée de nature. Ce n'est pas une idée qu'on peut comme ça balancer avec l'eau du bain, si vous voulez. Dans cet ouvrage, nous avons voulu revenir sur la question du matérialisme, c'est-à-dire littéralement sur la manière dont la philosophie a pensé la relation avec la nature et la manière dont d'autres disciplines, comme la sociologie notamment, ont reçu ces problématiques. Nous avons vu que la perspective matérialiste peut être envisagée selon 3 directions. La première, celle du matérialisme naturaliste, est en vérité ce que les féministes matérialistes n'ont cessé à juste titre de critiquer. Mais en éradiquant complètement l'idée de nature, les féministes matérialistes prennent une seconde direction. Elles reviennent en réalité à l'idéalisme allemand et à l'idée de l'actus purus, autrement dit, à une activité libre qui n'est plus celle que de la pensée, qui est celle d'une histoire de l'esprit ou de la conscience et qui est finalement complètement détachée de la matière. De même qu'elle débouche malgré elle vers une pensée comme celle de Judith Butler, qu'elle critique par ailleurs. Nous voyons ici comment l'absence de clarté sur ce qu'il faut faire de l'idée de nature peut jouer bien des tours. Puis dans une 3e direction, nous avons tenté de montrer comment la pensée de Marx a révolutionné la manière de penser les rapports à la nature. Le matérialisme historique proposé par Marx n'est pas le matérialisme naturaliste qui prend la nature pour un donné figé de tout temps. La dimension historique de son approche du matérialisme n'implique pas non plus d'évacuer complètement l'idée de nature, c'est-à-dire la matière. Sinon, cela signifierait retomber dans l'idéalisme allemand et dans une conception seulement idéale de l'histoire et de son développement. Il s'agit pour Marx de comprendre le matérialisme historique comme une activité pratique et sensible de la matière. Il s'agit de comprendre la matière comme étant en elle-même une activité, et dans le cas des humains, comme une activité pratique, sensible et productive. Il s'agit de comprendre que la nature ne va pas sans l'histoire, tout comme l'histoire ne va pas sans la nature. Nous avons alors tenté de voir comment il est possible de penser la matérialité du corps avec Marx dans une perspective matérialiste historique. Autrement dit, comment il était possible de penser le corps humain comme une activité de la matière ou comme une matière en activité. Car si la dimension matérielle du corps est effacée ou minimisée, on prend le risque de rater sa finitude. Pour reprendre le terme de Marx dans le livre 1 du Capital, où il parle explicitement, et je reprends son mot, d'élasticité du corps. Et ce sont ces mots. Il parle du corps qui est porteur d'élasticité. Donc il n'est pas figé, le corps. Le corps humain, en particulier, n'est ni le corps sacré
j'ai envie de dire, du Christ, si vous voulez, du monde religieux, chez Marx, en tout cas dans le livre 1 du Capital, ni un donné figé et donné de tout temps. Il est bien une matière vivante et en activité. En ce sens, le corps humain est bien pourvu d'élasticité, ce qui implique qu'on peut le penser dans sa dimension proprement historique, mais si on lui retire sa matérialité, sa réalité matérielle, on prend le risque de retomber dans l'idéologie de la conception anthropologique voulue par le capital. Parce que le capital a aussi une proposition, a aussi une conception anthropologique du corps humain. Il n'est pas resté les bras ballants. Voilà. Donc, qui, lui, le capital, veut penser le corps humain comme, pour reprendre les mots de Marx qui lui-même paraphrase Aristote, comme un perpétuum mobile, hein, un mouvement perpétuel. Hein, un mouvement perpétuel qui, à la manière d'une machine, ne connaît pas de fin, ni de pause, ni de besoin, et encore moins de limites. Hein, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, pas besoin de manger, pas besoin de dormir, il n'est jamais malade, c'est génial. Penser la question de la nature est aujourd'hui d'une brûlante actualité quand on demande au corps des femmes non seulement de tomber enceinte, de travailler, d'accoucher, d'allaiter, d'élever les enfants, de tenir leur foyer, de travailler en tant que salariés. On leur explique qu'elles peuvent tout faire, que la grossesse n'est pas une maladie, qu'accoucher est une affaire simple, tout en négligeant les moyens alloués à la santé des femmes, en baissant le nombre de gynécologues et d'obstétriciens disponibles, en ne tenant pas compte de la douleur de l'accouchement, en négligeant la pénibilité au travail et dans le quotidien des femmes enceintes, pour ne prendre que cet exemple, en évacuant la question de la nature. Non seulement on prend le risque de tomber sous la coupe de la conception anthropologique que se fait le capital du corps humain, mais on n'est plus aussi en mesure ni de détecter les problématiques spécifiques au caractère sensible, c'est-à-dire douloureux, c'est-à-dire souffrant du corps humain, ici du corps des femmes. Nous ne sommes plus en mesure non plus de faire avancer des propositions qui se donnent les moyens de penser dans sa globalité le corps des femmes. Car enfin, ce corps des femmes, disons-le, existe bien matériellement. Et comme tout corps vivant, il existe dans sa dimension sensible, mais aussi dans sa dimension souffrante, mais aussi dans sa dimension de besoin. Quand des femmes se retrouvent avec, c'est un exemple parmi d'autres, on pourra en trouver d'autres, hein, des implants vaginaux dont elles ne connaissent pas les risques, comment parler de ces mauvais traitements si la dimension proprement sensible du corps, et ce corps pris dans son expérience matérielle et sensible, est niée? Mais aussi comment exiger des financements spécifiques et ciblés quand il faut soigner le cancer de l'utérus. Dire que l'autre moitié du ciel s'incarne dans un corps matériel et sensible, qui, entre autres, possède un utérus, qui peut se révéler malade, est-ce enfermer les femmes dans une nature figée? Tout l'enjeu de notre travail, ici, a bien été de se demander si le mot « nature » est devenu un mot tabou, un mot à bannir. Ne pas prendre en main ce mot, et toute l'histoire qui charrie, c'est toujours prendre le risque d'être rattrapé par l'idée de nature. Hein, si on ne prend pas en charge le mot nature, hein, c'est un risque, parce que c'est le risque de se faire rattraper par l'idée de nature qui revient en force dans les études neuroscientifiques, qui pour partie pourrait bien à nouveau condamner les femmes au matérialisme naturaliste. Et tout l'enjeu est là. Ne pas traiter d'un point de vue marxiste et féministe l'idée de nature, c'est laisser le champ libre aux matérialistes naturalistes, voire aux réactionnaires, qui reviennent aujourd'hui en force. En défendant l'idée de nature, il est hors de question de revenir aux thèses séculaires de l'essentialisme, qui a enfermé les dites femmes dans une identité. Mais en se passant de l'idée de nature, on condamne le corps des femmes soit à être dominé par l'impératif capitaliste du perpetuum mobile, du mouvement perpétuel, à être condamné à un corps pensé en dehors de la matière et qui ne connaît pas de limites,
soit, et les deux vont de pair, à être récupérés par les discours réactionnaires qui auront toujours beau jeu de venir réaffirmer les limites du corps humain, mais pour lui imposer une perspective essentialiste pour le moins. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous a paru nécessaire de revenir sur toutes ces questions pour dire enfin que penser les femmes, la nature, le corps dans sa matérialité vivante ne peut se passer de la perspective du matérialisme historique, autrement dit, ne peut se passer de penser la relation de la matière à l'activité pour dire un gros mot, dans sa dimension dialectique. Voilà, bon, et après, des siècles durant, bon, ça, je ne sais pas si c'est une bonne conclusion, je m'enflamme un peu après, je pense qu'après, je peux m'arrêter là, ça devient lyrique. Donc je m'arrête là, voilà. Très bien, il y a eu des moments douloureux. Je pensais qu'on aurait pu confier ton fils à Alain Ragnatella qui s'est occupé longtemps de l'enfance délinquante. Mais bon, on va poser quelques questions peut-être. Monsieur Buatier a sans doute des questions à poser, et d'autres. Comment vous savez, Jean, que vous avez des questions à poser? Non, rien, j'attends que... Ça y est, c'est bon. Pour éclaircir, comment dirais-je, pour résumer la pensée de Marx par rapport à tout ce que vous avez dit entre l'état de nature et le matérialisme, il y a, je crois, une réponse assez succincte, c'est la 6e thèse sur Feuerbach. Hein? Alors là, je l'ai parce que je l'avais pas en mémoire, mais je l'avais pas... Bon. Pour la rappeler, l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Donc ça répond vraiment à l'idée que peut avoir Marx par rapport à une fausse nature humaine. Et puis je voudrais revenir, mais rapidement, c'est pas... Vous avez parlé de la relation capitale avec le corps de la femme. Alors c'est vrai qu'en naturalisant le corps de la femme, on fait ce que vous avez dit, on diminue les soins, etc., puisque c'est la nature, c'est normal. Mais ce que je veux dire quand même, et ça n'a plus de rapport avec l'histoire de nature ou matérialiste, le capital n'épargne pas non plus le corps des hommes. Moi j'ai vu, c'est ce qui m'y a fait penser, j'ai vu récemment dans les statistiques, dans le bâtiment, il y a 700 hommes, oui, qui meurent chaque année. Les hommes sont malmenés, les travailleurs pénibles, ils meurent 13 ou 10 ans avant les gens qui travaillent dans le bureau. Ce que je veux dire simplement, le capital, c'est sûr, tout ce que vous avez dit du capital par rapport aux femmes est exact, mais les hommes, par le capital, on peut ajouter la guerre, on peut ajouter tout ça, les boucheries des grandes guerres mondiales. L'homme n'est pas épargné. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, juste pour répondre sur l'anthropologie capitaliste, au contraire, elle recourt plutôt à l'histoire en niant précisément la dimension naturelle. Et c'est ce que... Alors, je le montre dans le bouquin, je ne l'ai pas évoqué ici, peut-être que j'en parle dans la conclue, je ne sais plus, mais en fait, il y a un énorme enjeu à un moment donné dans le livre 1 du Capital, c'est précisément la discussion autour de la définition des catégories de ce qu'est un enfant. C'est un énorme enjeu, un énorme combat en particulier de classe, puisque en fonction de la définition, en l'occurrence juridique, qui elle-même dépend des luttes de classe qui sont menées, à quel âge s'arrête l'enfance. Parce qu'en fonction de l'âge de l'arrêt de l'enfance, et on parle que de catégories ici, détachées justement de la réalité matérielle du corps d'un enfant, donc catégories discutées sur le plan historique,
en fonction de la définition sur le plan juridique de la catégorie d'enfant, eh ben, on peut envoyer un enfant dès l'âge de 5 ans, en considérant que à partir de 5 ans, l'enfance c'est terminé, ou bien elle est terminée à partir de 12 ans. Et tout ça, ça va être un énorme combat. C'est dans le cadre de ces discussions, de cette lutte de classe qui se mène notamment sur le plan juridique, que Marx parle d'une anthropologie capitaliste. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Puisque ce que fait le capital, c'est ce que fait une partie du féminisme que j'appelle idéaliste à la Judith Butler, c'est-à-dire qu'il va discuter des catégories en les séparant de leur ancrage matériel, de leur réalité matérielle. Et là, tout est possible, en fait. Sauf que derrière, il y a des corps, en l'occurrence des corps d'enfants. Ces corps d'enfants dont parle Hugo, que les gâteaux mangés par la bourgeoisie sont faits du sang des enfants d'ouvriers. Enfin, c'est ça la réalité matérielle. Et ensuite, pour les hommes, il n'y a pas de perspective concurrentielle chez Marx dans sa façon d'envisager les deux sexes. Quand il aborde la question du capital en particulier, contrairement à ce que dit Christine Delphi, parce que pour le coup j'ai fait un travail d'exégèse talmudique, voilà, puisqu'elle n'aime pas ça, sur le capital, notamment, pas que, où je montre, et c'est assez extraordinaire, que de manière systématique, dès qu'il parle du travailleur concret, il emploie systématiquement, et je mets au défi quelqu'un de me prouver le contraire, qu'il emploie systématiquement le terme des deux sexes, y compris quand il parle des travailleurs enfants. Et il précise toujours le sexe. Sa façon d'envisager, bon là, c'est pas je vous ai pas parlé de la place des femmes, etc. Lui, il dirait même pas la place des femmes. Les femmes sont... c'est moi qui extrapole, en fait, parce que dans notre monde, on a la lutte des femmes, on a ceci, on a cela. Lui, il pense pas comme ça. Il pense la classe sociale comme une globalité dans laquelle il y a des catégories, en l'occurrence de sexe, et en plus, ces catégories ont une position par rapport au monde du travail, en tant que prolétaire. Et donc, son analyse, elle est de type dialectique, c'est-à-dire elle analyse les contradictions entre les membres individuels de la famille, et donc la propriété privée familiale, dans les rapports contradictoires qu'elle entretient avec la propriété privée qu'est l'usine. Et c'est ça le caractère absolument passionnant de l'analyse de Marx et des rapports entre les sexes. Là, il se trouve que, bon, oui, j'ai éclairé la question des femmes en particulier. Vous savez que la question de la santé des femmes, et notamment la question de la santé des femmes au travail, est moins bien étudiée, y compris moins bien connue statistiquement. Il y a moins de dispositifs de prévention sur la pénibilité, par exemple, etc. Donc, mais il ne s'agit pas d'une logique de concurrence voilà, entre les sexes. Moi, il y a quelque chose, si vous voulez, qui me semble, par-delà toutes ces discussions sur ce qui s'est passé au XIXe siècle, au XXe siècle, les luttes pour l'émancipation féminine, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental au départ, qu'avait un peu avancé monsieur avec la définition de Marx de l'essence humaine dans la 6e thèse sur Feuerbach, c'est est-ce que l'être humain, je ne dis pas homme, je ne dis pas femme, je dis l'être humain, est-ce que c'est un animal ou pas? Or, moi je m'appuie d'un point de vue philosophique sur, pour moi, le plus grand marxiste du XXe siècle et XXIe siècle français, à savoir Lucien Sèvres. Lucien Sèvres qui explique cette histoire, elle a commencé il y a 2 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, Homo habilis qui sort de l'humanité, de l'animalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien comprendre, et là c'est Marx, on peut en causer, que l'humanité, c'est un phénomène de culture, c'est pas un phénomène de nature. Tout le monde connaît plus ou moins Victor de l'Aveyron. Victor de l'Aveyron, cet enfant qui était trouvé dans les forêts de l'Aveyron au XIXe siècle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pilule. Quand on ne voulait pas d'un gamin, il fallait qu'on s'en débarrasse de façon quelconque. Une des façons, c'est de le balancer dans la forêt en disant il va être bouffé par les vaisseaux, il va crever de ça. Et Victor de l'Aveyron, c'est un enfant qui a survécu. Alors on ne sait pas si on a pensé une louve, peut-être plus probablement une ours qui l'aurait adopté, mais qui fait, quand on a recueilli ce gamin qui avait peut-être 7-8 ans, il marchait à 4 pattes, il courait très vite à 4 pattes, bien sûr qu'il ne parlait pas, il grognait, pour boire, il lapait,
il n'était pas humain. L'humanité nous vient de l'amour parental, de l'éducation, de l'apport de la société. C'est ce que dit Marx dans la 6e thèse sur Feuerbach, quand il dit que l'essence je sais pas, d'un pommier, ça va être pour tous les pommiers racines, troncs, branches, feuilles, etc. Et le fruit de la pomme. Chez l'être humain, l'essence, non, c'est l'apport social. Un enfant qui vient de naître, c'est un aspirant à l'humanité. C'est s'il y a cet apport de l'humanité qui va devenir humain. Autrement, Victor de l'Aveyron, on fait la preuve, on n'est pas humain. Et c'est ça, cette question, tant qu'on est à penser que l'homme c'est un animal, la plupart des mammifères, parce nous sommes des mammifères, les mâles sont beaucoup plus forts que les femelles. Il n'y a qu'une seule exception que je connais, moi c'est la hyène. Hein, la hyène, la femelle est plus forte que le mâle. Si le mâle ne se comporte pas bien, la femelle lui met une raclée les maisons. Et c'est pour ça qu'on a appris à tous les gamins à exécrer la hyène. Parce que c'est pas possible dans notre société machiste qu'une femelle soit plus forte qu'un mâle. Et donc, tant qu'on reste, puisque on ne pourra pas gagner sur l'égalité homme-femme, tant qu'on pense que l'homme est un animal, puisque physiquement, l'homme est plus fort que la femme. Il y a ce débat fondamental à avoir pour avancer dans la lutte pour l'émancipation féminine. Mais Victor de l'Aveyron, vous parlez du fameux enfant sauvage dont Truffaut a... Et vous savez que c'est une légende, enfin en tout cas, il s'est avéré qu'en vérité c'est une légende où malheureusement c'était plus probablement un enfant qui a été maltraité, qui a connu des problèmes de développement, probablement suite au mauvais traitement qu'il a subi, et qui a été après perçu ou vendu comme enfant sauvage. La réalité est moins romanesque. Non, mais c'est pas une question d'autiste. C'est comme. Bon, en tout cas, je sais que moi je la connais comme plutôt une légende. Et après Sèvres, mais oui, évidemment, quand on est marxiste, on est tous lecteurs de Lucien Sèvres, auquel je dois beaucoup, moi, pour la question de l'individu. C'est aussi grâce à Sèvres que je me suis énormément concentrée sur la question de l'individu dans l'idéologie allemande. Alors oui, l'homme n'est pas un animal, mais si vous voulez, le problème, c'est pas seulement l'homme n'est pas un animal, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi, comment vous dire, des débats qui existent, notamment, par exemple, si je prends la question de la philosophie du langage, si je prends le cas de Judith Butler, où les questions qui ont un rapport à la nature sont susceptibles d'être totalement évacuées, et ça, par exemple, Lucien Sèvres, c'est quelque chose qu'il critique explicitement. L'idée que la philosophie du langage a tout englobé et qu'il n'y a plus aucune réalité matérielle, il le critique aussi. Donc le problème, si vous voulez, c'est comment, à l'aune de ce qui existe aujourd'hui, actualiser Marx, en fait. C'est-à-dire montrer en quoi il est utile pour penser les problématiques qui sont vraies aujourd'hui pour nous, en fait. C'est ça, en fait. Et pour moi, Lucien Sèvres, oui, enfin, je ne me sens pas en contradiction avec Lucien Sèvres. Voilà. Autre question ? Bon. Eh ben, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, et nous vous donnons rendez-vous le 24 mars. Merci encore une fois, madame Poussedra. Il faut faire de la philosophie. Merci à vous. On y reviendra.